Ça fait déjà 4 ans que je suis en études supérieures et à force d'avoir testé plein de techniques, d'avoir testé ce qui marchait ou ce qui ne marchait pas pour moi, je pense que j'ai réussi à établir un peu une liste d'essentiels, que ce soit niveau matériel, physique, routine, environnement, etc. qui me correspond à fond pour les études et que j'ai trouvé être plus efficace que d'autres techniques que j'avais pu voir. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Alors bienvenue pour cette première vidéo de la saison Back to School. Je suis trop contente, c'est une saison que j'affectionne particulièrement. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Laura, je suis étudiante en neuro-ingénierie en Suisse, en master. Je vais commencer bientôt ma deuxième année de master et qui sera ma dernière année d'études supérieures, ce qui me fait extrêmement peur comme je suis pas très sûre de l'après, mais c'est un autre débat. Et à force d'essayer un petit peu des choses qui marchaient un petit peu moins, j'ai un petit peu développé des techniques et trouvé un petit peu ma routine idéale. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, comme cette première vidéo de la saison de Back to School, les Study Essentials, vraiment ma liste d'essentiels que je ne loupe jamais pour bien commencer mon semestre et pour avoir au final un semestre hyper productif et travailler le mieux possible. Donc on va parler de 4 catégories principalement dans cette vidéo. J'ai mon ordinateur juste là, je sais pas si vous le voyez dans le champ, je ne crois pas. Mais dans ces 4 catégories, on va d'abord voir un petit peu tout ce qui va être plus organisation et planification, études et productivité pour la catégorie 2. Ensuite on va passer sur un peu plus tout ce qui est espace de travail, ambiance, etc. Tous mes essentiels pour cette partie-là. Et on finira par une partie bien-être et équilibre parce que je pense que c'est la clé. Donc si jamais il y a une partie qui t'intéresse plus qu'une autre, tu peux skipper à cette partie-là. Sinon je te propose de te poser avec un thé, un café et on est parti un petit peu en mode podcast pour cette vidéo du jour. Donc pour le contexte, je fais des études d'ingénierie, donc plus des études de maths, physique, etc. J'ai pas mal de par cœur aussi gentiment avec certains cours que je peux avoir de neurosciences et autres. Donc c'est vrai que certaines techniques ne s'appliquent pas à toutes les études. Chaque étude requiert ses propres techniques, etc. J'ai partagé mon expérience à moi, mais je pense que la majorité de ces points-là, c'est plus de manière générale sur comment aborder les études supérieures, comment commencer la fac, l'université, etc. D'ailleurs, si je dis toujours uni et pas fac, c'est parce que je suis en Suisse, donc je l'avais pas précisé, mais voilà. Je suis en Suisse, donc on ne va pas à la fac, mais à l'Uni, à l'EPFL, qui est l'école polytechnique fédérale de Lausanne, donc techniquement c'est même pas vraiment une université. Enfin, c'est considéré tout comme, enfin bref, tout ça pour dire que ce n'est pas grave, on peut enchaîner, mais au cas où je dis plus uni et que j'ai des expressions, pardon, un peu particulières, c'est la Suisse qui ressort. Donc dans cette première partie, j'avais envie de parler un petit peu tout ce qui va être organisation et planification, parce que je pense que c'est la base pour avoir un semestre calme, productif, serein, etc. et pas se retrouver dépassé par son retard ou avoir l'impression qu'on a une liste de choses impossibles à faire. Et je pense que les clés pour cette section-là, ça va être surtout le time blocking, donc c'est le fait de bloquer son temps et d'avoir une organisation au final assez stricte de son temps, mais vous allez voir qu'au final, ça va plus libérer votre esprit qu'autre chose et avoir un tracker un petit peu de tout ce qui nous reste à faire, de tout ce qu'on a fait, etc., etc. Pour le time blocking, au final, si vous connaissez pas, c'est juste une technique de gestion de temps où en fait, on va bloquer dans son agenda non pas seulement les moments où on a un meeting, un événement, un rendez-vous chez le médecin, des cours, etc. Mais on va bloquer toutes les sections de sa semaine. Par exemple, imaginons que vous allez commencer une nouvelle semaine, vous savez que vous avez une liste de choses à faire énorme. Si vous savez déjà dans votre agenda, par exemple, moi j'utilise plus Google Calendar ou genre juste l'agenda Apple qu'un agenda papier parce que je trouve que c'est plus simple, surtout pour ces histoires de time blocking et pour bouger un truc d'un autre, enfin d'un endroit à un autre, d'un jour à un autre. Mais évidemment, si vous préférez le papier, vous faites sur papier. Mais où je veux en venir, c'est que vous allez bloquer n'importe quel temps. Ça veut dire par exemple, vous allez bloquer le temps de révision personnelle, donc vous savez que vous allez taffer sur certains cours de votre côté, même si c'est pas un cours en lui-même. Vous allez bloquer les temps de pause, vous allez bloquer les temps de sport par exemple, si vous voulez faire vous entraîner, garder une activité sportive, ce qui évidemment est recommandé, mais on y reviendra dans la dernière partie de cette vidéo. Vous allez tout mettre dans votre planning, y compris aussi les moments de temps creux, les temps où justement vous prenez un petit peu du temps pour vous, etc. Ça vous permet non seulement de vous libérer l'esprit de tout ce que vous avez à faire, parce qu'en regardant votre agenda, vous savez que demain de toute manière, vous avez de 8h à midi un temps qui est bloqué pour travailler à fond sur vos révisions, etc. et que vous n'avez pas besoin d'y penser à ce moment-là. Mais aussi, ça vous permet de prioriser certaines choses et d'avoir du temps qui est bloqué pour vous reposer, du temps pour vous, le sport. Et une fois que c'est dans son agenda, c'est un petit peu comme un rendez-vous avec nous-mêmes. Alors que si on se dit, en vrai, cette semaine, ce serait bien que j'aille au fit ou ce serait bien que j'aille courir, etc. et qu'on ne le bloque nulle part dans sa semaine, vous allez voir que vous allez passer du lundi au vendredi, vous serez pas sorti une seule fois de chez vous et on est tous nommés là-dedans dans les études supérieures. Mais du coup, essayez de bloquer dès le début, ça vous force un petit peu à avoir une routine et vous verrez qu'au final, travailler le plus dur possible, ça veut pas forcément dire une meilleure réussite, ça dépend de l'état dans lequel vous êtes quand vous travaillez également. Donc le time blocking, c'est juste que vous allez avoir un agenda tout coloré. C'est mieux d'avoir des palettes de couleurs aussi qui vous correspondent, qui vous plaisent, comme ça quand vous regardez votre agenda, vous faites pas une syncope
pop, mais ça vous plaît, c'est joli à regarder, limite ça vous motive un petit peu. D'ailleurs sur TikTok vous pouvez trouver, il y a plein de gens qui partagent des palettes de couleurs, par exemple des palettes matcha, etc. où ils vous donnent le code des couleurs que vous pouvez mettre après sur Google Agenda ou votre Apple ou n'importe quel agenda que vous utilisez pour avoir un joli horaire, etc. Mais c'est vrai, quand on a un espace, etc. qui est bien organisé, qui est joli, on a tendance à plus facilement vouloir aller travailler dessus. Donc c'est pour ça que toutes ces couleurs, etc. pour organiser son agenda, ça peut peut-être vous correspondre. Sinon, comme tracker, c'est important aussi d'avoir une trace un petit peu de ce que vous faites, parce que c'est bien d'avoir votre emploi du temps, mais vous n'allez pas vous souvenir quand vous allez revenir dans votre emploi du temps il y a 2 semaines, qu'est-ce que vous avez fait. Donc c'est important d'avoir un tracker. Ça peut être une page Excel, par exemple Google Sheet, on peut faire des trucs incroyables maintenant avec les planeurs. Moi j'utilise surtout Notion, si vous êtes déjà tombé sur ma chaîne, vous devez le savoir. J'ai fait pas mal de vidéos d'ailleurs tutoriels sur comment commencer à utiliser Notion avec un setup de A à Z pour l'université. Je vous mets la vidéo juste là si vous voulez la regarder après celle-ci. Mais depuis que j'ai découvert Notion, j'organise toute mon université justement autour de Notion parce que je trouve que c'est hyper pratique. Ça permet d'être hyper cadré et d'avoir un suivi de quand sont les deadlines, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Par exemple, dans chaque cours, si vous avez une série d'exercices, vous saurez quelle série vous avez faite, quelle série vous n'avez pas faite et aussi la difficulté des différents chapitres. Et comme ça vous permet qu'une fois que vous arrivez en révision, vous allez sûrement pas vous rappeler de tête en semaine 5 la série que vous aviez faite ou ce chapitre que vous aviez revu, ce tas de cartes ou n'importe quoi. Est-ce qu'il était facile ou difficile? Donc avoir un tracker qui vous permet de savoir qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, qu'est-ce qui a été difficile et qu'est-ce qui n'a pas été difficile par exemple, c'est la clé pour une bonne organisation. Donc un tracker et une bonne gestion du temps, c'est vraiment mes to go. Et personnellement, j'utilise surtout Google Calendar ou Apple Calendar et Notion pour tout ce qui est tracker. C'est vrai qu'en première, j'utilisais plus un agenda papier et comme ça, c'est aussi très satisfaisant si vous êtes quelqu'un de plus, on peut dire manuel ou que vous aimez tout ce qui est papeterie, etc. C'est ultra satisfaisant à la fin quand vous avez vos petites coches que vous pouvez mettre dans tout ce que vous avez fait et de voir un petit peu votre semaine qui avance comme ça. Tout fonctionne. C'est vrai que pour bloquer son temps, je trouve qu'un agenda digital, c'est plus pratique parce que aussi, si vous le perdez, vous avez tout qui est stocké quelque part parce que l'espace de stockage, ça fait partie aussi de votre organisation et c'est hyper important. Faites des backups de tout. Vraiment dès le début, sauvez vos cours, vos résumés, vos tas de cartes, etc. N'importe quoi, vous mettez tout sur un espace de stockage. iCloud, OneDrive, tout ce que vous voulez, mais il faut tout backup. Ne laissez rien en suspens ou on ne sait pas et puis c'est sur votre ordinateur parce que non seulement un vol, c'est vite arrivé malheureusement, mais aussi juste votre ordinateur qui vous lâche en milieu de semestre. Je vous promets que vous allez être très content d'avoir tout backup quelque part. Donc ça va aussi dans tout ce qui est organisation, etc. Et donc pour finir avec l'organisation, ce que j'aime bien faire par exemple, c'est que le dimanche, je vais me poser et que je vais commencer à planifier ma semaine suivante. Donc je vais voir un petit peu, je vais faire la liste de tout ce que j'ai à faire. Donc par exemple, si toutes les semaines j'ai des séries, je vais mettre ça. Je vais mettre un petit peu les tâches supplémentaires. Par exemple, si je sais que cette semaine, il y a eu un chapitre qui était particulièrement difficile à voir pour moi dans une certaine matière, je vais l'écrire. Comme ça, je sais qu'aussi cette semaine, je vais essayer de le revoir. Et j'utilise principalement aussi la méthode des répétitions espacées pour tout ce qui est plus par cœur. Donc les répétitions espacées, c'est juste que vous allez revoir des sujets à certains intervalles de temps, ce qui vous permet en fait de retenir l'information. Parce qu'une information, quand elle est très nouvelle, votre cerveau va l'oublier beaucoup plus vite et en fait vous allez répéter cette information très proche au début où cette information est nouvelle et ensuite vous allez espacer les espaces de temps, vous allez revoir l'information jusqu'à ce que cette information se mette dans votre mémoire à long terme. Donc ça peut vous aider déjà à planifier. Par exemple, si vous voyez un sujet, vous pouvez faire la méthode des J où vous allez dire que vous allez voir ce sujet en jour 0, en jour 1, en jour 3, en jour 7 et comme ça vous pouvez planifier déjà dans votre calendrier, vous avez même plus besoin d'y penser, vous allez venir à la semaine et vous verrez directement dès que vous avez un chapitre où vous devez reprendre qu'est-ce que vous avez à faire ce jour-là. J'ai aussi un tracker pour les répétitions espacées sur Notion. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos, mais tout fonctionne. Vous pouvez vous mettre aussi des rappels sur Google Calendar, Apple Calendar, n'importe quoi. Mais les répétitions espacées pour planifier, c'est bien. Et sinon, si j'ai pas des sujets à faire par cœur, je vais juste planifier. Par exemple, je prends mon temps le dimanche de faire tout mon time blocking de la semaine où je vais mettre toutes mes séances de sport, toutes mes séances de révision personnelle, donc quand est-ce que je travaille. Par exemple, j'ai YouTube à côté, donc je vais essayer de bloquer du temps pour YouTube pour mettre ça aussi à côté et pas oublier de prendre ce temps-là, sinon j'ai vite tendance à passer à autre chose, entre guillemets, et prendre plus de temps pour mes études parce que ça reste évidemment ma priorité à cette période de ma vie, forcément. Donc je prends mon temps le dimanche, je me pose et je vais planifier ma semaine en avance, comme ça vous commencez une nouvelle semaine fraîche, prête et organisée. On passe à la catégorie 2 qui est la partie études et productivité. Donc qu'est-ce que je fais pour vraiment étudier efficacement et être productive? Je vais pas aller trop en détail dans toutes les applications qui existent parce qu'il y en a des milliers et j'ai prévu de vous faire une vidéo qui va sortir tout bientôt qui sera dédiée que aux applications. Peut-être que selon quand vous regardez cette vidéo est déjà sortie, mais dans le cas où ce n'est pas le cas, je vais en parler rapidement de certaines applications que j'utilise, mais je reviendrai plus en détail sur toutes les applications dans une prochaine vidéo. Mais dans les études, comme je vous ai dit, j'utilise principalement les répétitions espacées
espacés, donc ça veut dire de revoir à certains intervalles, surtout les sujets difficiles, de les revoir assez fréquemment pour pas avoir à tout revoir en révision. Et je vais utiliser aussi tout ce qui va être le principe de apprentissage actif. L'apprentissage actif, si vous savez pas ce que c'est le type d'apprentissage qui va être considéré comme actif parce que vous allez devoir activement retrouver l'information dans votre cerveau en répondant à une question. Par exemple, les flashcards, c'est un bon exemple d'apprentissage actif. Parce que vous n'allez pas juste relire votre cours et vous dire « Ah, c'est bon, je sais ce qui est surligné en jaune ». Non, je vous promets que quand vous allez voir la question sur votre feuille à votre examen, il y a des gens qui sont très bons en relisant seulement et c'est très bien pour vous si ça fonctionne. Mais si vous savez que parfois le par cœur, ça peut être un peu tricky et surtout si vous avez beaucoup de petits détails à voir, l'apprentissage actif, c'est le meilleur outil que vous puissiez avoir. Faire des flashcards, etc., vous poser des questions, essayer de réécrire un petit peu les clés principales du cours, de tête, etc., pour voir ce que vous avez retenu ou pas. C'est aussi une clé parce qu'en fait, ça vous force à voir si oui ou non l'information vous la connaissez, alors qu'en relisant, vous saurez pas, vous aurez l'impression que oui, parce que c'est la 5e fois que vous relisez votre feuille. Peut-être qu'en vous la demandant, vous vous rappellerez effectivement de la couleur dans laquelle c'était surligné, mais pas du contenu exactement. Et c'est vrai que l'apprentissage actif, ça peut être un peu drainant parce que ça demande beaucoup plus d'énergie que juste de relire son cours dans son lit, etc. Donc si jamais tu vois que par exemple l'apprentissage passif, c'est quand même quelque chose qui pour toi est important et c'est un moment que tu aimes dans ta routine, garde-le, mais n'oublie pas aussi de coupler ça avec de l'apprentissage actif. Et quand tu organises ton temps, dis-toi aussi que généralement, le matin, c'est peut-être là où tu as le plus d'énergie, c'est peut-être le moment toi où tu es le plus concentré. Donc de te mettre peut-être les sessions d'apprentissage actif le matin et le soir quand tu seras un peu plus fatigué, de faire de l'apprentissage plus passif, etc. De te faire des mind maps, des choses comme ça. Ça peut être pas mal. Mais du coup, c'est les principes que j'utilise. Donc j'utilise principalement des flashcards pour tous les cours par cœur avec des applications comme Anki qui intègrent en plus les répétitions espacées parce que selon comment vous connaissez les cartes, Anki va vous remontrer cette carte tous les 3 jours, 5 jours, 7 jours, etc. Ou tous les 10 minutes au début si vous la connaissez pas trop. Donc c'est principalement ce que moi j'utilise et ça fonctionne franchement plutôt bien et c'est la seule méthode que j'ai trouvée personnellement qui fonctionne pour moi pour apprendre au mieux tout ce qui est par cœur ou autre. Pour les prises de notes, j'aimerais faire aussi une vidéo un petit peu plus dédiée à ça, mais je pense que selon ta technique, par exemple si tu sors du lycée, du gymnase, etc., peut-être que tu as l'habitude de faire de très très longs résumés ou autres et de prendre le temps de tout résumer à la main, de faire de très jolis résumés, très esthétiques, etc. C'est vrai que dans certaines études supérieures, tu n'as pas le temps, c'est peut-être pas la manière la plus efficace. Ça peut être justement partie de cet apprentissage passif où tu as l'habitude de faire tes jolis résumés avec de très belles couleurs, etc. Mais en fait, c'est du temps que tu perds pour de l'apprentissage actif. C'est du temps que tu aurais pu investir à revoir tes flashcards et à vraiment apprendre ton cours. Je me suis retrouvée à être quelqu'un qui faisait beaucoup de résumés, de très jolis résumés au gymnase. C'était un temps que j'aimais beaucoup. Ah oui, d'ailleurs, le gymnase, c'est dans certaines parties de la Suisse, c'est comme ça qu'on appelle le lycée. C'est pour ça que je dis gymnase. On ne faisait pas que du sport, c'est vraiment juste comme ça qu'on appelait le lycée. Et je me suis retrouvée à l'Uni avec des cours de maths et de physique. Pourquoi faire un résumé? Je ne sais pas. Là, ça faisait pas trop de sens, surtout que le cours, j'allais pas devoir le sortir en par cœur. On avait des slides également et les contenus aussi des cours étaient beaucoup trop longs. Résumé pour faire à la main en plus un cours de 3 heures par exemple de biologie, ça devenait impossible. Du coup, j'ai développé plutôt une technique de prise de notes directement sur les slides où j'annotais en même temps. Ça m'évite de perdre le fil aussi dans le sens de retaper ce que le professeur est en train de dire alors que peut-être une partie est écrite sur les slides ou de perdre 3 fois plus de temps à la fin de mon cours. Et ce que j'allais faire, c'était plutôt revoir mon cours à la fin du cours et faire mes flashcards Anki en même temps. Donc quand j'allais écrire mes flashcards Anki, c'est plus passif parce que j'étais pas en train de les réciter, mais en les faisant, ça me permettait déjà de revoir une fois le cours et de pas perdre du temps à faire des résumés. Et mon résumé est au final transmis dans des flashcards qui me permettent de les apprendre. Mais maintenant, on va pas se mentir, on est aussi à l'époque de l'IA et de l'intelligence artificielle. Ce qui est très pratique, c'est que maintenant ça fait des énormes progrès. Donc tu peux par exemple donner tes slides. Moi, c'est ce que je faisais quand j'avais vraiment pas le temps et que j'étais débordée, c'est que je donnais mes slides à une IA afin de faire des flashcards. Donc il y a des applications qui sont dédiées, ou alors tu peux juste donner à ChatGPT ton PDF et il va te générer tes petites flashcards, etc. Tout te préparer ou autre. Et comme ça, tu peux après importer ça, donc tes questions-réponses, tu peux mettre dans un tableau en format CSV, tu peux l'importer dans Anki et comme ça, tu as tes questions-réponses déjà prêtes et tu peux directement commencer à réviser si tu n'as pas le temps. Mais c'est hyper important d'être prêt à lâcher tes techniques de révision que tu pouvais avoir au lycée parce que c'est pas forcément ce qui va marcher le mieux en études supérieures. Donc, sois ouvert à de nouvelles approches, à de nouvelles techniques, c'est super important. Et ensuite, pour tout ce qui est révision, ce que je faisais aussi pour rester concentré sur des plus grandes périodes de temps sans non plus me cramer le cerveau, c'était tout ce qui était Pomodoro technique. Je mets ça entre guillemets parce
parce que c'est vrai que pour moi ça n'a jamais trop fonctionné la méthode des 25 minutes, 5 minutes, parce que je trouve toujours que 25 minutes c'est trop peu. 25 minutes c'est limite le temps de se mettre dedans et déjà il y a déjà une pause, ça nous sort un petit peu. Donc je faisais un petit peu plus au feeling où j'allais me dire peut-être 45 minutes et après 5-10 minutes de pause, etc. Ça dépend toujours des intervalles qu'on avait. Ou alors avec des copines on allait se dire ok on prend une pause à cette heure là, donc vas-y on travaille à fond et tu sais déjà que tu as une pause qui arrive, donc c'est plus motivant de te dire je fais un max comme ça à la pause je serai tranquille parce que je me serais dit, enfin je vais me dire que j'aurais déjà accompli tout ça, enfin fait tout ça de ma to-do, etc. Mais les techniques justement où tu vas travailler pendant un moment de deep focus et ensuite des pauses, ça évite d'avoir 3 heures sans interruption. Tu fais une pause et après t'arrives jamais à t'y remettre parce que t'as complètement grillé ton cerveau après ces 3 heures. Donc il y a des timers qui existent, il y a aussi des gens qui font des study sessions où vraiment ils se filment à temps, enfin ils se filment pendant qu'ils révisent avec des pauses, des pomodoro, etc. Donc si toi c'est quelque chose qui peut t'aider ou que ça t'aide de travailler avec quelqu'un et que tu as personne avec qui travailler ou alors que tu veux travailler avec quelqu'un en étant seul chez toi, il y a plein de vidéos aussi sur YouTube de gens qui se filment en train de réviser pendant 3 heures par exemple où ils révisent avec des pauses. Donc comme ça tu peux lancer la vidéo en fond, certaines ont même de la musique, tu vois le petit timer, tu vois la personne qui travaille et ça peut te motiver également. Et d'ailleurs si t'as la peine à ne pas lâcher ton téléphone et que t'as tendance à vite te retrouver sur Insta parce que tu checkes vite une notification et qu'après tu te retrouves directement sur la page d'après, il y a des applications aussi qui te permettent de bloquer certaines apps ou alors qui vont entre guillemets te forcer à ne pas les utiliser ou t'induire plutôt, c'est plus ça le mot que je cherchais, à ne pas utiliser ces apps. Par exemple l'application Forest, c'est une application où tu vas planter un arbre pour toutes les sessions de révision que tu vas faire, mais si tu vas sur une autre application pendant ta study session, ton arbre va devenir tout moche et va mourir en gros et après tu auras un jardin avec tous tes arbres plantés et du coup t'as pas trop envie d'avoir un arbre tout moche. C'est très bête, hein, c'est très psychologique etc. mais ça marche super bien, donc si tu vois que tu es quelqu'un chez qui ça pourrait marcher, franchement Forest ça peut être un bon investissement. On passe maintenant à la catégorie 3 qui est hyper importante, c'est l'espace de travail et l'ambiance. Déjà une chose ultra importante, là je vous filme sans lunettes parce que je trouve que sur la caméra c'est absolument affreux, mais j'ai des lunettes, non seulement parce que je suis myope, mais aussi mes lunettes ont un reflet anti-bleu. J'ai complètement flingué ma vue en études supérieures, et ça c'est un point que j'avais vraiment envie d'évoquer dans cette vidéo, parce que je voyais plutôt bien en commençant l'université, et maintenant je suis un peu la blague de mon groupe d'amis qui est myope comme une taupe, qui ne voit rien même avec mes lunettes, parce que je perds en vue en fait à chaque semestre, et ça vient aussi d'habitude que j'ai mal mis en place. C'est clair qu'on n'a pas le choix de passer autant de temps derrière des écrans, on est en études supérieures, on passe beaucoup de temps en amphi, on a beaucoup de temps à réviser, etc. On peut pas s'amuser à faire toutes les flashcards en papier. Je veux pas dire l'inverse, et même par exemple en ingénierie, on se retrouve à faire du code, comme on voulait faire du code sur du papier, je ne sais pas. Mais déjà, les reflets anti-bleu, ça protège un peu vos yeux, donc il y a des lunettes sans aucune correction qui ont juste cette protection pour les reflets anti-bleu, donc ça peut être une bonne idée si tu vas commencer des études supérieures à penser à ta vue. Et quelque chose que je n'ai pas fait et qui aurait clairement pu aider ma myopie et que bah du coup mes opticiens m'ont dit et que j'essaye de faire maintenant au mieux pour essayer de sauver entre guillemets ce qui reste de ma myopie, enfin en tout cas pas qu'elle s'aggrave, c'est que quand tu vas par exemple passer beaucoup de temps à réviser chez toi, par exemple dans ta chambre, dans la bibliothèque, etc., tu vas être très près. Ça veut dire que tu vas travailler en regardant soit ta feuille, soit ton iPad, soit ton ordinateur, n'importe quoi de très près. Et je me suis rendu compte que d'un coup j'allais faire 3 heures sans déconnecter parce que j'étais en première année, parce que j'étais stressée, etc. Et après, une fois que j'avais fini ces 3 heures, quand je relevais la tête, je ne voyais plus rien aux alentours. Parce que j'ai plus entraîné mon œil en fait à faire cette mise au point entre proche, loin, proche, loin. Et je me suis rendu compte que j'avais complètement perdu ça. Et la myopie, c'est quand on voit mal de loin. Ma myopie s'est vraiment aggravée avec ça. Donc un conseil qu'un opticien m'a donné, et je pense qu'il n'y a pas trop de risque à vous transmettre ce conseil médical parce que c'est pas vraiment un conseil médical et vous risquerez rien à essayer de le faire, je pense. C'est juste que toutes les 15-20 minutes, si vous y pensez, essayez quand vous travaillez par exemple sur iPad, papier, feuille, n'importe quoi, tout ce qui fait aussi que vous regardez de près, donc c'est pas forcément que les écrans, papier c'est la même chose, de relever la tête et d'essayer de fixer un point au loin pour essayer que vos yeux fassent la mise au point en fait avec ce point dans la distance. Ça peut paraître tout bête comme ça, mais ça peut vraiment limiter votre myopie et j'ai perdu vraiment beaucoup pendant ces années d'études. Je crois que je suis passée de environ moins 0,25, moins 0,5 à moins 2 et moins 1,75 en l'espace de 3-4 ans et ça baisse encore, donc c'est vrai que si les petites choses comme ça avaient pu m'aider, on va dire de manière perdre beaucoup moins ou perdre 50% de moins sur ma vue, ça aurait été idéal. Et pourtant je porte des lunettes tous les jours.
jour. Donc vraiment, les reflets anti-bleu et le proche loin, c'est super important. Mais du coup, ça va aussi impacter l'ambiance sur les ordinateurs, en tout cas sur les téléphones. On peut mettre aussi des choses pour avoir un petit peu moins tout ce qui va être écran bleu, etc. Si tu travailles chez toi, c'est hyper important aussi d'avoir une lumière qui est agréable, une lumière qui ne t'attaque pas les yeux, mais une lumière aussi où tu dois pas forcer ton regard à être très concentré dans l'obscurité. Si ta chambre est très très sombre et que tu as toujours l'impression de travailler dans la pénombre et que tu dois te concentrer à voir par exemple sur ta feuille ce que tu es en train d'écrire, c'est pas bon non plus. Donc essayer d'avoir un espace vraiment en guillemets harmonieux. Donc ça peut être soit une lampe de plus ou te mettre plus vers une fenêtre pour aussi avoir la lumière naturelle, c'est encore mieux. C'est hyper important et je pense qu'on a tendance à trop sous-estimer ça. Et aussi travailler vers une fenêtre, au final ça nous permet d'avoir un petit peu de la lumière de l'extérieur et ça impacte énormément notre mood en fait, comment on se sent, etc. Donc cette ambiance là, ça va dépendre de beaucoup de choses. Une ambiance aussi, on se sent à l'aise, on se sent confortable. C'est pas grave si toi tu n'as pas la même manière de travailler que tes potes. C'est pas grave si toi tu as envie d'être dans un espace où il y a un peu de bruit parce que ça te permet de te concentrer, ou alors au contraire dans un endroit très silencieux et tes potes préfèrent travailler à la cafétéria. C'est pas grave. Au bout d'un moment, aux études supérieures, tu es obligé de penser un petit peu à ce qui fonctionne pour toi, ce qui marche pour toi, et il faut pas te sentir ou avoir l'impression que tu es égoïste de penser à ce qui t'apporte le plus. Au final, les études supérieures, c'est pas un sprint, c'est un marathon et il faut que tu sois dans un espace qui te permet d'être concentré et d'être bien. Tes potes comprendront si tu n'as pas, c'est pas que tu n'as pas envie de travailler avec eux, mais que tu privilégies un environnement qui te correspond plus. C'est tout à fait normal, donc fais des tests aussi. Des fois, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui nous correspond. On aura tendance à aller à la BU parce que tout le monde va à la BU et d'un coup, on se rend compte qu'en fait, la BU, c'est hyper anxiogène pour nous. Ou alors de travailler dans un café, on se rend compte qu'en fait, mais avec ce bruit, c'est juste pas possible, ou de travailler chez nous. Fais des tests, regarde ce qui te correspond le mieux. C'est individuel, donc c'est pas grave si ta manière à toi ne correspond pas à celle de tes potes, et je te promets, ils t'en voudront pas. Et si t'en veulent, franchement, c'est leur problème, pas le tien. Parce que c'est nul d'en vouloir à quelqu'un pour ça. Pour l'espace de travail aussi, si tu es quelqu'un qui n'aime pas travailler dans le full silence, mais que tu as besoin non plus, enfin, tu n'as pas besoin non plus de travailler sur du Taylor Swift où tu vas chanter à tue-tête ses chansons, il y a plein de playlists aussi qui existent sur Spotify ou alors sur YouTube. Personnellement, j'aime bien. Alors, ça va paraître trop bizarre dit comme ça, mais j'ai grandi à l'époque des Professeur Layton sur DS. Oui, on en arrive là. Et il y a des énormes playlists de 2-3 heures, etc. de musique exclusivement des Professeur Layton sur YouTube, donc gratuitement. J'écoute ça pour travailler et ça me met dans une ambiance incroyable. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais le lofi, au bout d'un moment, ça m'angoisse. Je sais pas, il y a un truc avec les... C'est trop lent et à la fois c'est trop... Je sais pas. Pour moi, au bout d'un moment, ça m'angoisse vraiment d'écouter du lofi. Ou alors j'écoute du jazz, un peu du jazz, coffee, lofi. À la limite, ça va. Mais vraiment, les playlists de Professeur Layton, et ça peut paraître complètement débile. Enfin, j'ai 22 ans, ce que j'écoute, c'est des playlists de Professeur Layton. Certes, mais franchement, c'est la base. Et trouve-toi les playlists qui, toi, te correspondent. Trouve-toi la musique qui, toi, te correspond. J'ai des potes qui écoutent de la tech. Je sais pas comment vous faites en travaillant ou de la musique avec des paroles. C'est pas grave, mais teste des trucs. Et d'un coup, tu vas trouver des trucs un petit peu étranges comme Professeur Layton. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps, mais au final, c'est ce qui me permet le plus de travailler. Je travaille dans des meilleures circonstances, etc. C'est le mieux pour moi. Donc, c'est nouveau personnel. Oula, 23h23, on se touche le nez. Si tu travailles chez toi aussi, avoir un joli environnement sur ton bureau, par exemple, avoir un espace propre, ça aide. Avoir un bureau qui n'est pas trop encombré de choses, ça peut être des tableaux, des choses, etc. Au final, tu veux aussi que pendant tes révisions, tu sois pas complètement distrait à regarder à droite, à gauche, etc. Et une clé ultra importante, ne te dis pas que tu vas ranger ton bureau à la rentrée. Non, parce que tu vas commencer les cours, ton bureau sera encombré, tu seras prêt dans tes cours, t'auras pas le temps de ranger ton bureau. On est le 6 août, tu n'as pas d'excuses, tu as bien trouvé 1 heure ou 2 pour ranger ton bureau et ton espace. Comme ça, si dès le début du semestre, ton espace est propre, prêt, accueillant, entre guillemets, pour travailler, bah tu seras aussi beaucoup plus propice de t'y mettre. Évidemment, je sais qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un bureau, ou enfin un bureau, quelque part, par exemple, dans notre chambre, ou dans notre appartement, dans notre studio, où on peut travailler. Donc, personnellement, j'ai de la peine à travailler chez moi, je travaille plus à la bibliothèque ou autre. Mais si tu as ton espace à toi, avoir un espace bien rangé dès maintenant, c'est l'idéal, et aussi ta chambre de manière générale pour bien te reposer, parce que la base des révisions, c'est d'être bien reposé, d'avoir bien dormi, bien mangé, bien bu. C'est la section d'après, je spoil un petit peu. Mais donc prends le temps de ranger ton environnement, avoir quelque chose de propre pour que ton esprit ne soit pas complètement distrait, et ça te permet aussi d'être dans un environnement où tu te sens beaucoup mieux, et aussi de faire la distinction, si tu le peux, on n'a pas eu cette chance-là à nouveau, mais entre ton espace de repos et ton espace de travail, c'est aussi assez important. Essayer de ne pas travailler dans son lit, c'est mieux. Si c'est revoir vite fait
quelques flashcards, etc. avant de s'endormir dans son lit, bah c'est pas un problème. Et au final, si t'es quelqu'un qui aime travailler dans son lit, c'est pas un problème non plus. Chacun ses techniques. Mais si je devais donner un conseil à la majorité des personnes qui commenceraient leurs études supérieures, essayer de ne pas travailler dans son lit, c'est mieux. C'est un petit conseil comme ça. Mais tu veux au final un cocon propice à ton travail. T'as pas besoin de tous les matériels à la mode, technologique, etc. de cette horloge que tu as vue sur Pinterest. Le but, c'est que ça te convienne à toi. Si ce qui te convient, c'est un bureau à la Pinterest, etc. avec 15 000 trucs et un clavier qui fait un son de crème, trop bien. Franchement, si tu as l'argent à investir là-dedans, dans ce setup-là, fais-le, mais c'est clairement pas nécessaire. Ce qu'il faut, c'est que ce soit un espace qui te correspond à toi et un espace qui te correspond à où tu te sens bien. Ça peut être juste une table sans rien, avec ton ordinateur, avec ta playlist de Professor Layton. Je vais pas vous lâcher avec ça et je suis sûre que je vais trouver mes gens qui aiment aussi Professor Layton. T'as pas besoin d'avoir 15 milliards de stylos, de matériel ou autre, quelque chose de simple. Si tu vois que ça te correspond mieux, c'est tout aussi bien. Et pense surtout à la lumière et à tes yeux, fais attention. Et on finit avec la dernière catégorie de cette vidéo qui est ultra importante, qui est la catégorie bien-être et équilibre, parce que Dieu sait ce que c'est important pour ces études. Comme je l'ai dit avant, les études supérieures, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est hyper important. Je sais qu'on a envie de tout donner, etc. dès le début. Surtout, je pense, dans beaucoup de parcours, la première année peut être la plus stressante. Enfin, ça dépend de ce que vous faites. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de prépa, donc c'est la prépa qui peut demander plus que par exemple une école d'ingénieur. Nous, c'est pas vraiment une école, c'est plus une université. On n'a pas de prépa, mais la prépa est intégrée au final à la première où il y a énormément d'échecs. Donc c'est la première qui est plus stressante, où c'est vraiment compliqué et c'est là qu'on travaille le plus. Donc on a tendance à perdre un petit peu cet équilibre. Je l'ai aussi perdu. Je vais pas dire que clairement j'étais hyper à l'aise en première année et que j'avais un équilibre de malade, mais avec du recul, clairement, c'est pas forcément les personnes qui travaillaient 15 heures par jour qui ont le mieux réussi. Peut-être que celles qui travaillaient moins, mais qui avaient un meilleur équilibre de vie, ça a aussi mieux fonctionné. Donc ça, c'est hyper important. Je vais pas vous dire qu'il faut pas travailler, etc., qu'il faut travailler le moins possible parce que ce serait vous mentir, mais avoir un bon équilibre, c'est hyper important. Et comme on parlait dans la première partie, avoir des blocs que vous réservez au moment pour vous cuisiner quelque chose, pour bien manger, pour bien dormir aussi, bloquer vos heures de sommeil parce que ça, c'est ultra important, et te lever à 6 heures du matin pour commencer à réviser direct après avoir dormi 5 heures. Je peux te promettre que tu vas pas faire plus d'avance que si tu t'étais levé à 8 heures avec 7 heures qui est déjà trop peu de sommeil. Le sommeil, c'est important, mais ça va vraiment impacter comment tu vas travailler après. Donc c'est pas des heures de perdu que de dormir, tu seras peut-être même plus efficace et en 3 heures, tu auras fait l'équivalent de ce que tu aurais fait en 7 heures avec beaucoup d'heures de sommeil de moins. Donc l'essentiel pour ne pas s'oublier en septembre, c'est de pack avec soi une gourde réutilisable, ça c'est hyper pratique, on essaye d'éviter de gâcher du plastique et de l'alu, mais d'avoir une gourde réutilisable parce qu'il faut boire un max d'eau. Des petits snacks aussi que tu peux avoir avec toi, ça peut être des petits snacks sains aussi, juste des amandes, des Blévita, n'importe quoi. Quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose qui t'accompagne parce que parfois quand tu révises pendant méga longtemps, ça crève au bout d'un moment, donc ça c'est important d'en avoir dans ton sac. Aussi d'avoir une petite trousse de secours entre guillemets, donc c'est-à-dire d'avoir des Doliprane, si t'es quelqu'un qui a vite mal à la tête, d'avoir des choses pour ça, pour tes règles également, parce que quand t'es à la fac, quand t'as l'uni, etc., ou que d'un coup t'as un jour de révision, c'est toujours bien d'avoir cette petite trousse avec aussi des protections hygiéniques évidemment, toujours prêtes. Ça te libère l'esprit parce que tu te dis pas en te réveillant le matin, oh là là, je sais pas comment je vais me sentir aujourd'hui, ou je sens que je suis pas hyper top. Tu sais qu'au pire tu as quand même des trucs avec toi pour t'aider à survivre, donc prends-toi le temps d'avoir une petite trousse bien-être avec toi, c'est vraiment la base. Et des paquets de mouchoirs aussi, demande pas, t'auras toujours besoin de paquets de mouchoirs. Souvent à la BU il fait super froid parce que soit il fait super froid l'hiver, tu sais pas, prends des mouchoirs direct dès septembre, mets des mouchoirs dans ton sac, tu verras que tu vas jamais regretter ce mouvement-là. Avoir une routine aussi matinale qui n'a pas besoin d'être hyper longue, t'as pas besoin d'avoir une routine matinale ou une routine du soir aussi en 15 000 étapes, mais une routine du matin qui marche pour toi. Donc par exemple, si tu vois que au final, quand tu te réveilles, tu prends ton tel, tu scrolles pendant 30 minutes et qu'après t'es complètement défoncé quand tu sors de ton lit, peut-être que c'est pas la méthode idéale, donc essaye de mettre ton téléphone plus loin du lit, ça te force aussi à sortir du lit pour aller l'éteindre. Ou je sais qu'un truc que j'aimerais bien acheter un jour, c'est du coup pas du tout nécessaire, mais une chose qui peut aider certaines personnes, c'est toutes les lumières, les réveils qui sont incrustés avec de la lumière, où la lumière va te permettre de te réveiller, ce qui est beaucoup moins agressif que l'alarme en fait, que juste simplement que l'alarme iPhone ou n'importe quoi. Mais d'avoir une routine, par exemple, tu vas te lever, pendant les 30 premières minutes, tu vas essayer de ne pas utiliser ton téléphone, tu vas essayer de prendre un petit déjeuner ou quelque chose, histoire d'avoir quelque chose dans ton ventre. Évidemment, des gens ne mangent pas le matin, enfin c'est propre à chacun, mais d'avoir une routine qui te correspond et qui te fait te sentir bien. Et aussi, on trouve du réconfort dans les routines, ça nous permet aussi d'avoir un petit peu un point d'accroche, etc. Donc si tu vois que les routines
routine ça marche pour toi, écoute-toi et suis ton instinct par rapport à ça, trouve-toi ce qui marche vraiment, c'est très personnel à chaque fois, donc prends le temps d'essayer des trucs au début de tes études et regarder ce qui fonctionne le mieux. Si tu peux aussi garder une activité physique, c'est bien, même si c'est d'aller marcher, par exemple avec des copines, ce qu'on faisait quand on en avait marre de réviser, c'est qu'on allait faire le tour de la bibliothèque, alors c'était pas énorme, mais on allait sortir, marcher un petit peu, essayer quand même d'avoir un petit peu des pas, de prendre de l'air, de regarder au loin quand on a regardé nos écrans et regarder tout près pendant des heures. Essayer d'avoir une activité sportive si tu peux. 1 à 2 fois par semaine, c'est l'idéal, de marcher au moins un petit peu, mais surtout de faire des pauses à l'extérieur. Il va bientôt faire froid, on sait que ça va arriver très très vite en hiver, etc. Donc profite surtout en septembre de prendre des pauses à l'extérieur, ça fait du bien de bien respirer, de prendre un peu du soleil aussi, ça te fera du bien pour l'énergie. Et aussi ça d'ailleurs, de prendre des compléments alimentaires, des vitamines pendant l'hiver, c'est peut-être pas à négliger également si tu veux te sentir bien, surtout comme on est extrêmement beaucoup à l'intérieur, un peu n'importe quelle saison de l'année pour les révisions. Regarde un petit peu les vitamines et les compléments alimentaires qui peuvent te correspondre à toi. Parce qu'au final, se sentir bien, c'est aussi se sentir plus productif ou productive. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette première vidéo Back to School. J'ai trop envie de pouvoir un petit peu discuter avec vous selon vos parcours, selon vos doutes, vos questions, ce que vous avez envie de partager. Si par exemple vous avez vos techniques à vous, que vous avez envie d'amener, ça me ferait hyper plaisir qu'on puisse en discuter dans les commentaires. Donc je vous invite à me laisser un commentaire sur cette vidéo si vous avez envie de me partager vos techniques ou si vous avez d'autres questions ou des points que vous avez l'impression que vous avez envie d'essayer, que vous pensez qui vous correspondraient plus ou pas. Une fois encore, je me répète, je ne dis pas du tout qu'il faut faire ça ou ça, je suis personne pour vous dire ça, je vous partage mon expérience plus en mode grande sœur qui a fait déjà pas mal d'années d'études supérieures, etc. Plus que l'inverse, donc c'est vraiment des petites astuces, etc. C'est propre à chacun à nouveau, teste ce qui marche pour toi ou non. Mais avoir quelques idées et quelques repères de comment s'y retrouver pendant la rentrée, ça peut être une bonne idée si t'as l'impression que t'es un petit peu stressé, si c'est la première fois que tu commences la fac ou l'université, donc c'est un petit peu ce à quoi cette vidéo essayer en tout cas de servir. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Je t'invite à me rejoindre sur cette chaîne si tu veux pas louper les prochaines vidéos Back to School et je filme aussi un petit peu ma vie à l'université, un petit peu d'autres conseils. J'avais fait 2 vidéos l'année passée aussi sur comment bien commencer sa rentrée universitaire et comment reset aussi avant la rentrée universitaire. Je pense qu'elles sont assez d'actualité, donc je t'invite à aller les regarder ainsi que mes meilleures méthodes de révision. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous invite à me rejoindre sur cette chaîne, à me laisser un petit like si ça vous a plu et je vous dis à très vite.